Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de mois d'octobre à quelques jours d'Halloween pour parler d'un sujet tabou, un sujet qui fait peur, qui donne des frissons et qui hante beaucoup de couples, l'argent. La raison, c'est que ce sujet, on commence enfin à en parler, mais cette fois du point de vue de l'expérience des femmes. C'est tout nouveau parce que derrière les histoires d'amour, il y a aussi des histoires de comptes bancaires, de factures, de salaires inégaux, de dépendance invisible, parce que dans les couples hétérosexuels et homosexuels, même dans les couples homosexuels, oui, l'amour romantique cache souvent un rapport de pouvoir, une histoire de portefeuille. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'y cache derrière nos comptes bancaires, sur les flux d'argent qui entrent et qui en sortent, et sur ce sujet qu'on a encore du mal à aborder avec nos partenaires amoureux. On regarde à l'intérieur de ces comptes bancaires qu'est-ce que nos manières de gérer l'argent disent de la société patriarcale dans laquelle nous vivons tous et toutes, comment repenser nos relations amoureuses pour qu'elles ne riment plus avec renoncement économique, parce que beaucoup de couples équilibrent leurs finances à l'œil, en veillant à ce que chacun dépense à peu près la même chose, sauf que cette méthode masque des inégalités. Les femmes plus impliquées dans la logistique du foyer prennent souvent en charge les dépenses courantes, les hommes investissent dans des biens durables. Résultat, en cas de séparation, l'un repart avec des investissements, l'autre avec pas grand-chose. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Nous sommes avec l'autrice Marie Laya qui a publié Ils vécurent heureux et pris un compte commun aux éditions Erol. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, votre livre, il part d'un constat très concret. L'argent dans le couple, c'est tabou. Pourquoi vous avez choisi d'en faire le centre de votre combat ? C'est une très bonne question. En fait, c'est devenu une évidence parce que c'est tout simplement quelque chose que j'ai vécu personnellement, moi, dans ma vie avec mon amoureux. Assez vite, l'argent est devenu un sujet entre nous parce qu'il gagnait plus d'argent que moi. Il gérait ses comptes au millimètre et en plus, il connaissait exactement combien d'argent il dépensait par mois. Et moi, c'était pas du tout mon cas. Et donc, assez rapidement, c'est devenu un sujet entre nous parce que finalement, je me retrouvais à pas avoir les mêmes moyens que lui à dépenser dans nos projets communs. Et malgré mon envie d'y participer, et donc il a fallu assez vite en parler. Et là, j'ai mis le doigt dans un sujet mais qui me dépasse complètement. Donc c'est devenu assez vite une obsession chez moi. En fait, oui, quand vous en parlez dans votre ouvrage, on a l'impression que l'amour et l'argent, ça se mélange pas. C'est ce que vous avez un peu voulu faire passer comme message dans la formule de votre titre. Ils vécurent heureux et prirent un compte commun, c'est-à-dire mettre la poussière sur le tapis et se dire oh là là, mais on va pas en parler, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est tellement peu romantique. C'est drôle que vous voyez ça comme ça parce que moi, au contraire, je voyais ça aussi comme un peu une façon jolie de rappeler que la réalité du conte de fées est quand même un peu plus obscure que ce qu'on veut bien nous faire croire et que effectivement le sujet de l'argent c'est quelque chose à ne pas négliger malgré l'amour et malgré la passion et la folie de ce sentiment. Ouais, en fait oui, en fait ce que je dis c'est que quand j'ai lu votre bouquin, j'ai eu l'impression qu'on va en parler, on va creuser le sujet, mais j'ai eu l'impression qu'il y a plein de méthodes que les couples emploient pour essayer de gérer le sujet tant bien que mal, si épineux soit-il. Et en fait, le compte commun, c'est un peu le truc de se dire bon, on va prendre un compte commun. Si on n'a pas de compte à côté de ce compte commun, on va tout mettre en commun, puis on va surtout pas se dire l'homme a plutôt acheté la voiture et l'appart, et toi, tu as plutôt géré les pots de yaourt. C'est encore une théorie qu'on verra. Et donc, c'est vrai que ce titre-là, on a l'impression que il est là pour parler du tabou. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de notre manière de penser le couple, l'amour et l'argent?
En fait, effectivement, l'argent, c'est un sujet tabou et il est pétri de clichés. Donc non seulement on a très peur d'en parler parce que c'est quelque chose sur lequel on n'est jamais à l'aise dans notre société et même pas que dans l'amour. C'est-à-dire que même demander le salaire à nos amis, c'est pas quelque chose sur lequel on est toujours très à l'aise. Et particulièrement en amour, il y a en plus des clichés qui vont se rajouter à ça, notamment que si une femme qui parle d'argent, ça veut dire qu'elle est vénale, en particulier si son amoureux gagne plus d'argent qu'elle. Ou au contraire, c'est pas très joli pour une femme de vouloir de l'argent, d'accepter d'affirmer le fait qu'elle veuille avoir de l'argent et ça, c'est jamais quelque chose de très bien vu dans notre société. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. Mmh. Hem, mmh Justement, là, un des premiers sujets que vous abordez dans cet ouvrage, c'est que l'éducation financière, elle reste encore profondément genrée. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans les médias économiques, on s'adresse surtout aux hommes quand on parle d'argent. Les investissements, tout ça, les investissements durables, que ce soit l'immobilier, les voitures, tout, n'importe quoi. On parle encore souvent beaucoup aux hommes. D'ailleurs, il y a qu'à regarder l'esthétique des magazines économiques. Enfin, c'est très masculin encore. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé comme différence dans votre travail, peut-être jusqu'ici, depuis quelques années, dans la différence concrète dans la manière dont on élève les filles et les garçons en parlant d'argent? Alors, déjà, quand même, il faut le souligner, il y a de plus en plus de médias qui s'adressent directement aux femmes et qui, heureusement, œuvrent à faire que les femmes soient de plus en plus éduquées financièrement. Et donc ça, c'est quand même très important de le dire, c'est que là, on est quand même dans une génération de femmes qui ont de plus en plus de contenu et de médias sur lesquels se reposer pour développer ça. Mais ce qui est vrai, c'est que en général, et pas que sur les sujets d'éducation financière, hein, mais globalement sur le sujet même de vocation, des métiers, etc., on va avoir tendance à faire et à pousser les petits garçons vers des voies professionnelles qui vont être plus rémunératrices, alors que les petites filles vont être poussées vers des métiers qui, aujourd'hui, sont moins considérés comme apportant de la valeur, qui sont par exemple les métiers du care, etc. Et ajouter à ça le manque d'éducation financière, c'est-à-dire que les petites filles, on leur apprend à dépenser, on leur apprend à être dans la consommation dès leur plus jeune âge. Et là, il y a plein d'études qui commencent à le montrer. Alors que les petits garçons, on va les pousser à investir, à gagner, à garder leur argent de poche pour aller le dépenser dans quelque chose qui est important pour lui. Alors que la petite fille, on va lui offrir des cadeaux ou on va lui donner moins d'argent de poche. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qui font que on se retrouve avec des hommes et des femmes qui n'ont pas du tout le même rapport à l'argent et pas du tout la même façon de penser l'argent, y compris dans des sujets d'investissement, de consommation de manière générale. Et ça, c'était votre cas un peu. Enfin, je me suis reconnue dans ce que vous racontez en introduction de votre bouquin. C'est-à-dire que moi-même, là, mon éducation financière à 30 ans, elle est encore un peu râle-pas-crête. C'est-à-dire que je suis en train de me dire, waouh, je vis toute seule, il va falloir que je m'en préoccupe. C'est un peu votre cas. Vous êtes un peu préoccupée du sujet à cause de ça? Bien sûr, en fait, moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que je suis tombée amoureuse, tout simplement, de quelqu'un qui, lui, était très avancé sur ces sujets-là. Et donc, moi, on commençait à avoir des problématiques, des conflits ensemble, ce qui n'était pas très agréable pour notre couple, mais aussi parce que ça m'a fait peur. J'ai compris que si je ne m'éduquais pas, et si on ne s'organisait pas, et là, ça allait vraiment avoir un problème et que ça allait m'impacter moi particulièrement. Ok. On va revenir sur ce sujet. Là, on fait une petite pause. On va partir un peu loin d'ici parce que c'est la chronique d'Alice qui revient avec nous sur les figures des autrices oubliées qui ont remporté le prix Nobel de littérature. Alice, cette fois-ci, tu nous emmènes où? Aujourd'hui, nous partons pour la Pologne à la découverte de la poétesse Wisława Szymborska. Elle naît en 1923 dans l'ouest du pays. À l'âge de 8 ans, elle déménage à Cracovie avec ses parents et fréquente un collège tenu par les Ursulines, qui est ensuite fermé par les nazis en 1939 et elle passe donc le bac dans la clandestinité. Après la guerre, elle poursuit des études de littérature et commence à publier des poèmes dans des revues et journaux. En 1948, elle est en manque d'argent et elle quitte l'université sans obtenir son diplôme et elle commence à travailler.
Son premier livre devait être publié en 1949, un an plus tard, mais il est rejeté à cause de la censure, malgré en fait l'adhésion de la poétesse au Parti communiste national. Cette censure la pousse à s'éloigner petit à petit de l'idéologie communiste pour quitter définitivement le parti en 1966. Wisława participe activement du coup à plusieurs mouvements et manifestations contre les atteintes à la liberté en Pologne. Et elle reniera aussi ses premiers recueils qu'elle juge en fait trop assujettis au régime communiste. À partir des années 60, donc, elle développe en fait une poésie qui est très personnelle et qui est critique sur le plan politique. Ses textes, ils parlent de la guerre, de la dictature et de l'indifférence. Elle est relativement peu connue en dehors de la Pologne et de l'Allemagne, et elle a publié en tout une vingtaine de recueils. Sur le prix Nobel, en fait, elle le reçoit en 1996 pour, je cite, « une poésie qui, avec une précision ironique, permet au contexte historique et biologique de se manifester en fragments de vérité humaine. » Et grâce au prix Nobel de littérature, elle a une reconnaissance internationale et elle est aujourd'hui traduite en 40 langues. Et elle meurt en 2012 à Cracovie. Donc c'est une sacrée vie, et pour cette chronique, tu as lu quel recueil ? Le recueil que j'ai lu, il s'intitule « De la mort sans exagérer ». Et c'est une anthologie puisqu'il regroupe des poèmes de 1957 à 2009. Et je trouve que le titre est vraiment bien choisi. Il a un petit côté mémoire, avec des poèmes sur une période de près de 50 ans. Et en même temps, il montre aussi le côté très caustique de la poétesse. Elle y évoque la mort, bien sûr, mais surtout la vie, avec des sujets du quotidien, avec vraiment de l'humour, tel que sur les CV, par exemple. Elle écrit sa poésie dans une langue qui est très simple et en construisant des poèmes courts. Certains poèmes sont qualifiés d'expiègles, d'autres débordent de tendresse. Son style, il est à la fois puissant et facilement abordable si vous n'êtes pas adepte de poésie. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup d'émotions dans certains poèmes et donc un humour vraiment caustique dans d'autres. En tout cas, c'est un recueil parfait pour découvrir tout le talent de la poétesse. Pour terminer ta chronique, tu veux nous lire un extrait d'un des poèmes ? Alors, je vous propose justement le début du poème qui s'intitule Curriculum Vitae. Que faut-il ? Il faut écrire une requête et joindre son curriculum vitae. Quelle que soit la longueur de la vie, le CV se doit d'être court. Je vous laisse découvrir la suite de ce poème et le talent de Wisława Szymborska. Ça, c'est original. Merci beaucoup, Alice. Je vais aller le lire très vite. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Ouais, vous écoutez toujours On se lève et on se casse et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. On revient sur votre ouvrage « Ils vécurent heureux et prirent un compte commun ». Vous montrez historiquement que donc, les femmes ont été longtemps écartées de la sphère économique. Dans votre travail, les femmes interrogées associent souvent l'argent à la culpabilité ou à la peur. C'est un rapport émotionnel qui est assez chargé, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est la peur de parler de ce sujet-là en couple, par peur de se faire quitter ou au contraire que l'amour s'en aille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu travaillé parce que même si je comprends évidemment ce sentiment, pour moi, à l'inverse, je trouve que ça devrait être quelque chose qui devrait être ce qu'on appelle un green flag ou un red flag dans les relations, les fameux. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable de parler de ces sujets-là de manière complètement libre, ça veut dire qu'il peut y avoir un problème dans la relation. C'est tout à fait normal d'avoir des blocages, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps et qu'on n'ait pas forcément l'écoute adéquate tout de suite, parce que, on l'a dit, c'est un sujet qui est lourd, parce qu'il n'est pas vraiment reconnu dans notre société. Pour autant, c'est pas parce qu'il est chargé que ça ne devrait pas être quelque chose sur lequel on devrait vraiment y passer du temps. Oui, c'est la question. Le sujet est quand même lourd, donc j'imagine qu'il y a un moment pour l'aborder dans une relation, et c'est toute la question de se dire à partir de quand on l'aborde. Est-ce que c'est à partir du moment où on emménage ensemble? Est-ce que c'est à partir du moment où on part en vacances ensemble? Enfin, il doit y avoir toute une difficulté là-dessus.
Par ailleurs, vous expliquez très bien que l'argent, c'est par excellence le lieu d'invisibilisation du travail des femmes dans le couple très tôt. Ça s'accentue bien sûr avec la maternité, mais ça, on le verra un peu plus tard. Notamment donc en raison du travail domestique, qu'il y ait des enfants ou pas, le travail des femmes n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ça, c'est un concept qui est de plus en plus connu, de plus en plus compris généralement. Et vous faites une différence, je pense, qui est importante, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le terme est de plus en plus galvaudé, entre la charge mentale et de travail domestique. Est-ce que vous pouvez expliciter cette différence? Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est assez important de faire la différence. Le travail domestique, c'est tout ce qui va être des actions qui font fonctionner le foyer, qui, par définition, sont nécessaires au bon fonctionnement. Et ça va de choses qu'on connaît comme le ménage, la cuisine, etc., à des choses un peu plus éloignées comme faire les impôts, sortir la poubelle, réparer une fuite quand ça arrive. La charge mentale, tout le monde en a. On en a tous. C'est une partie de notre cerveau qui, toute la journée, est préoccupée par des idées qui n'ont pas forcément rapport avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au moment où on le fait. Et en fait, le problème de la charge mentale, c'est pas la charge mentale en soi, exactement, puisque, encore une fois, tout le monde en a. Le problème, c'est quand la charge mentale, elle est reliée à un sujet qui est rémunérateur versus une charge mentale qui est reliée à un sujet qui n'est pas rémunérateur. Je m'explique. Dans la grande majorité des cas, les personnes qui sont plus en charge du travail domestique, et donc en majorité les femmes, ont une charge mentale très conséquente qui ne leur rapporte aucun argent, voire même qui pollue leur journée de travail et qui donc vont avoir tendance à diminuer leur performance au travail et leur perspective d'avenir, de carrière. À l'inverse, les hommes, eux, vont avoir une grande charge mentale qui, elles, vont avoir tendance peut-être même à polluer leur vie familiale. Parce que qui n'a pas eu des insomnies en pensant à une réunion qui s'est mal passée. Donc, le sujet, encore une fois, c'est pas la charge mentale en soi, c'est de bien faire la différence entre ce qui est une charge mentale rémunératrice, qui nous pousse à aller évoluer en termes de carrière, versus une charge mentale qui ne l'est pas et sur lequel ça devient impactant. Et du coup, je reviens au plus concret de ce que vous expliquez, en fait, parce que ce livre aussi, c'est un guide pour les personnes en couple, pas seulement pour les femmes, de comment bien gérer son enfin, c'est pas du tout son budget, mais ses finances en couple. Vous dites, ils vécurent heureux et prirent un compte commun. Quel est le problème du fameux compte commun unique dans un couple? Alors, le problème du compte commun unique, c'est que, par définition, tout l'argent qui va être dans ce compte commun appartient aux deux. Et c'est problématique parce que ça gomme toute notion d'individualité et d'argent personnel. En théorie, toutes les dépenses qui sont faites sur ce compte commun doivent être validées par les deux conjoints, ce qui peut être assez problématique en soi. Surtout quand ça va venir nous inhiber dans nos dépenses. On n'osera peut-être pas faire certaines dépenses parce que on voudra pas avoir la conversation avec notre conjoint sur la pertinence de cette dépense. Le deuxième problème, qui est quand même très important, c'est que c'est aussi la porte ouverte aux violences économiques et aux relations de domination dans le couple, ou en tout cas de dépendance, parce que quand on n'a pas d'argent personnel, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de partir si on a envie de partir. On peut avoir des sujets donc de violence économique, c'est-à-dire une mainmise sur le compte, le fait de devoir demander toujours l'autorisation pour certaines dépenses, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est assez dangereux. Ça l'est. Et donc, du coup, voilà, j'ai plus le mot. Pour aller contre ça, qu'est-ce que vous conseillez dans votre ouvrage? Parce que vous avez proposé plein d'options. En fait, moi, j'ai fait toutes les options. Je les ai toutes testées. Pour aller jusqu'au bout. Voilà, je suis assez jusqu'au boutiste. Et je les ai tous testées et rien ne me convenait. Parce qu'elles n'étaient jamais assez égalitaires. Et surtout, ce que je veux rappeler, c'est que c'est important quand même de se poser la question de ce que c'est qu'un couple. Et faire couple, c'est faire des choses en commun, avoir des projets communs.
Et pour pouvoir avoir des projets communs, ça sous-entend d'avoir un niveau de vie commun. Et tout le sujet est de savoir comment est-ce qu'on va atteindre ce niveau de vie commun quand structurellement, on part de niveaux de richesse différents, de niveaux de revenus différents, de salaires différents, etc. Et donc, malheureusement, tous les modèles économiques existants dans le couple, le tout en commun qu'on vient de citer, le 50-50, même le prorata, ne nous convenaient pas parce qu'ils ne nous permettaient pas d'atteindre ce niveau de vie commun. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu ce besoin, en fait, de créer ce nouveau modèle. Mais du coup, justement, dans votre ouvrage, vous parlez aussi j'allais venir dessus, sur le 50-50, le prorata. Donc en soi, il y a pas vraiment de super bonne solution, quoi. À la fin, le problème, il est plus profond. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment aimer de manière égalitaire, sachant qu'on gagne de toute façon moins, qu'on est quand même hyper, enfin, on se fait avoir dès la maternité, c'est le creux. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment accéder à une égalité à la fin? Alors moi, j'y crois profondément. Ouais. Je suis même assez convaincue que c'est absolument pas une fatalité. Au contraire, mais pour ça veut dire qu'il faut faire plusieurs choses. La première, évidemment, en parler, se mettre d'accord assez rapidement avant que ce soit trop tard, parce que c'est beaucoup plus simple de se mettre d'accord quand on s'aime et qu'on se respecte. Mais en plus, et c'est justement tout l'objet de ce livre, c'est là où je présente le modèle qui, selon moi, est le plus équitable et qui, justement, permet de contrebalancer tous ces sujets-là, qui est le modèle à parts égales, où finalement, je ne sais pas si tu as envie qu'on rentre dans le détail de ce modèle, mais là où les modèles existants se concentrent en fait sur le partage de la charge, sur le partage du poids des charges financières, le partage des corvées, avec à parts égales, on retourne l'approche des finances de couple. Et donc, on décide de se construire et de se concentrer sur ce qui nous apporte de la valeur, sur ce qui va nous élever, sur ce qui va nous permettre de faire couple, justement, de atteindre ce niveau de vie commun. Et ça, c'est deux choses, c'est le reste à vivre et c'est le temps libre. Et donc, le modèle à parts égales, c'est de dire, en fait, on va partager à égalité le reste à vivre et le temps libre qui nous permet de faire des projets personnels et communs. Et donc, pour ça, on y arrive avec un compte commun, bien évidemment, mais aussi avec des comptes personnels, ce qui fait que, grâce à ça, on va à la fois arriver à atteindre un niveau de vie commun qui va nous permettre de faire ensemble, tout en garantissant un espace de liberté, d'individualité et en plus en restant extrêmement ancré dans les réalités sociétales qui sont encore très actuelles aujourd'hui et sur ce rapport homme-femme qui peut être problématique. Oui, parce qu'en fait, pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, ce qui va pas bien avec, par exemple, si on prend chaque modèle, avec le 50-50, c'est qu'effectivement, pour des raisons de fierté, par exemple, dans un couple, on veut exactement mettre la même chose, alors qu'on ne gagne pas du tout la même chose. À la fin, vous parlez donc du reste à vivre, justement, le reste à vivre n'est pas du tout le même. Ça, c'est Non, en fait, le problème du 50-50, il arrive dès qu'il y a une différence de niveau de revenu ou de salaire. Évidemment. Parce qu'effectivement, là, on a l'impression d'être extrêmement égalitaire, puisque sur le papier, c'est le cas. En pratique, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. La première, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas le même niveau de revenu, c'est démontré que c'est la porte ouverte à l'appauvrissement du revenu le plus faible. Mais même quand on a des revenus égaux, la façon dont on va dépenser, consommer n'est pas la même entre les hommes et les femmes. Ça aussi, ça a été démontré, que les femmes vont avoir tendance à plutôt dépenser dans des produits du quotidien, et c'est ce qu'on appelle la théorie des pots de yaourt, dont vous faisiez référence tout à l'heure. Et à l'inverse, les hommes qui vont avoir un peu plus de moyens vont, eux, tendance à plutôt investir et donc dépenser dans des sujets plus importants comme le canapé, la voiture, etc. Ce qui fait qu'à la fin, si jamais on se sépare, la personne la plus riche repart avec des choses
du capital, donc un canapé, une voiture, alors que la personne la plus pauvre se retrouve avec des pots de yaourt vides. Et il y a, si je reviens aussi sur le simple prorata, pareil, c'est le même problème qui s'applique à la fin. C'est qu'il y a sur le long terme, il y a forcément des moments où on va tomber dans le creux, quoi. Alors le prorata, C'est du bruitage. Je suis désolée pour les gens qui écoutent ça avec un casque. le prorata, c'est insidieux parce que, déjà, c'est quand même une très bonne première étape. C'est d'ailleurs ce que tout le monde conseille quand on veut être au plus juste sur ces sujets-là. Et effectivement, quand on commence à dater, je pense que c'est la meilleure façon de rentrer dans cette conversation-là. Après, en pratique, sur le long terme, je le disais, c'est insidieux parce qu'on a l'impression d'être juste, alors qu'en réalité, il y a le même sujet qui s'applique, qui est que, la personne qui a le plus petit revenu va payer, même au prorata, des charges communes. Et ça, elles sont souvent quand même assez élevées parce qu'on a tendance à s'aligner sur le niveau de vie du revenu le plus haut. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Ensuite, elle va quand même payer ses charges fixes individuelles, le transport, le téléphone, le coiffeur, ça, on les a tous. En particulier quand on est une femme et que la société fait qu'on va dépenser beaucoup plus et qu'on va avoir de la taxe rose, etc. Et ce qui fait qu'à la fin, bien souvent, le revenu le plus faible se retrouve avec très peu de moyens pour faire commun, pour faire des projets communs et individuels au sein du couple. Et c'est là où on revient sur cette notion de niveau de vie commun, qui me semble assez important et fondamental quand on veut faire couple. Et c'est un peu ça la problématique qu'on a aujourd'hui, en tout cas que moi j'ai vécu et que je ressens dans les personnes que je côtoie, c'est que on se retrouve aujourd'hui dans des couples où on a 2 individus qui sont assez autonomes financièrement, et pas que d'ailleurs, et qui ne savent plus exactement comment faire commun. Et qui se retrouvent du coup à avoir même un peu peur de s'engager, peur de l'impact de l'autre sur sa propre vie, et c'est assez légitime. Et en fait, c'est là où ça devient un sujet, et en fait, c'est tout l'enjeu, c'est comment réapprendre à faire commun, mais en gardant son espace d'individualité et de liberté, et de permettre en fait de vivre intensément une relation merveilleuse, et sans que ce soit justement la signature de notre appauvrissement programmé. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, et nous sommes toujours avec Marie-Laïa Simon, l'autrice qui a publié Ils vécurent heureux et prirent un compte commun aux éditions Erol. On parlait donc de l'amour et de l'argent, deux grandes thématiques. Mais surtout, qu'est-ce que les mythes amoureux et leur rôle politique? Maintenant, c'est bien ça que j'aimerais aborder. Vous dites notamment vous expliquez tout au long de votre bouquin que l'amour romantique, ça sert à masquer des rapports de pouvoir, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça façonne ce mythe du grand amour, notre rapport à l'argent, et comment ça nous induit en erreur? C'est une grande question, je sais. C'est une très grande question. Vous l'avez un peu expliqué, mais j'aimerais un peu creuser, c'est-à-dire, déjà, par exemple, dans les médias qu'on regarde tous, c'est-à-dire les contes, les films, les chansons d'amour, les médias, déjà, on parle pas d'argent. L'amour, ça tombe comme ça, et puis la question de l'argent, elle n'y est pas présente. C'est vrai. On se dit aussi que l'amour suffit, que du coup, on n'a pas besoin d'en parler, que c'est un peu vulgaire. Effectivement, et en plus, dans les contes, on ne parle pas d'argent, mais on ne parle pas de tout le reste non plus, hein. Non, non. Si vous vous souvenez bien, ça finit sur un baiser, voire un mariage, et puis c'est tout. Ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, et voilà, c'est fini. Alors qu'effectivement, la vie ne fait que commencer quand on s'embrasse pour la première fois. Donc le chemin est long, et le sujet n'est pas que autour de l'argent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a tendance à penser que l'argent, c'est un thème qui va être hyper factuel et voire ennuyeux et tue l'amour. Alors qu'au contraire, moi, c'est pour ça que je milite, c'est que je pense que l'argent peut être un vecteur d'amour et d'intimité au sein du couple. Et qu'au contraire, il peut rimer avec la notion du grand amour. Notamment parce que finalement,
quand on parle d'amour et quand surtout on parle d'argent, on parle de tous les projets. En fait, on va parler de la vie, on va parler de notre rapport, à la réussite, de notre rapport à la peur, à peut-être notre enfance, la façon dont on a été éduqué, des traumas éventuels qu'on a pu avoir dans nos histoires passées. Et en fait, tout ça, ça va être une façon de construire une relation intime en couple et d'ouvrir la discussion sur ces sujets-là va permettre de construire l'intimité dans le couple. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui est, j'espère, une invitation pour tous nos auditeurs et auditrices à oser allumer la bougie et commencer à parler d'argent en couple. Et donc politiser l'amour et l'argent, ça change tout en fait. Ça change nos relations, éventuellement, c'est par là qu'on peut aspirer à plus d'égalité même dans le couple, quoi. Effectivement, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intime est politique et que l'argent dans l'intimité, ça reste un lieu où on n'a pas encore forcément beaucoup d'informations sur ce qui se passe et comment on devrait faire. On n'a pas été éduqué aussi à s'organiser concrètement. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, une fois qu'on arrive à atteindre cette équité financière et dans cette capacité à faire un niveau de vie commun, bah, de fait, on commence à aller toucher à l'engagement politique et aux valeurs communes. Et c'est l'occasion, un peu la cerise sur le gâteau, de gommer certaines inégalités dont on parlait tout à l'heure sur à la fois les différences de richesse entre les hommes et les femmes, puisque au sein du couple, quand on pratique, on va dire, un modèle à parts égales, et ben on s'enrichit à égalité. Et ça, tout au long de la relation. Et en fait, ça change complètement la dynamique de pouvoir, puisque justement, l'argent n'est plus un outil de pouvoir, il est un outil et un vecteur d'égalité. Et ils nous permettent surtout de faire en sorte que toutes les décisions qu'on va prendre en couple vont impacter de la même façon les individus et les conjoints au sein de ce couple. Et ça, c'est primordial en fait, parce que jusqu'à présent, en particulier maintenant quand on commence à s'individualiser de plus en plus au sein des couples, et ben, les décisions qu'on va prendre vont forcément être probablement en faveur du revenu le plus haut et ce qui du coup participe à l'appauvrissement des femmes. Et ça, justement, la logique toujours en faveur du revenu le plus haut, elle s'applique notamment au moment de la maternité, qui, j'ai l'impression, est un moment fâcheux, parfois. Il peut être extraordinaire. Qui peut être extraordinaire, absolument, bah oui, bien sûr, mais qui peut être aussi un peu de tension, tout en étant complètement fou. Mais c'est-à-dire qu'au moment de la maternité, ne serait-ce que parce que les femmes, elles expérimentent quelque chose d'absolument fou dans leur corps, dans leur mental. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Du coup, ça va impacter aussi leur travail, leur rapport au travail, leur énergie, tout ça. Enfin, c'est quelque chose de très complexe qui se passe. Et donc, les couples, comme vous le dites, ils ont tendance à se dire, bon, bah, c'est très tentant de dire on va favoriser celui qui gagne le plus. Si c'est l'homme, eh ben, voilà, c'est l'homme. Qui est dans 75% le cas. Et donc, on a tendance à se dire, bon, bah voilà, on va se dire que bon, bah, peut-être la femme va prendre un emploi à temps partiel et puis on va favoriser la carrière de l'homme parce que c'est celui qui gagne le plus. Mais ça, j'ai l'impression que c'est là où je veux en venir. J'ai l'impression que c'est encore une manière un peu de mettre sur les épaules les manquements de la société envers les femmes. C'est-à-dire que, bah oui, les femmes, elles ont moins de temps pour travailler parce qu'elles doivent garder des enfants, mais parce que, comme vous le dites très bien dans votre ouvrage, Emmanuel Macron en 2022 disait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient de familles qui avaient des problèmes de garde encore. Donc voilà, c'est encore un peu une manière de faire peser sur les épaules de femmes les manquements d'une société qui ne s'occupe pas du tout des familles correctement, dans le sens où elle n'a pas les moyens, quoi. Effectivement, en fait, c'est surtout que les femmes deviennent la variable d'ajustement du couple et donc, a fortiori de la société. En fait, bon, il y a évidemment toujours plein de choses à faire pour améliorer notre société et ça peut être assez frustrant individuellement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le couple peut être l'espace où on peut commencer à avoir de l'impact. Parce que justement, quand on va arriver à valoriser les apports en nature des uns et des autres au sein de l'enrichissement du couple, quand on va commencer à regarder
justement comment être plus équilibré sur la gestion des enfants et de la charge parentale, quand on va commencer à imaginer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'enrichir en commun à égalité, en fait, ça nous permet à notre niveau d'avoir un vrai impact et qui, du coup, moi je crois beaucoup aussi à l'effet domino ricochet, qui est qu'en fait, foyer par foyer, on va pouvoir impacter un petit peu la façon dont on considère ce sujet-là et donc améliorer aussi la façon dont on perçoit la notion de richesse et de valeur au sein de notre société. J'en parle un peu dans le livre, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient questionner le sujet du mérite. Raciste. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à, enfin, c'est assez évident, enfin, mais on a tendance à valoriser le succès et justement le mérite dans notre société. C'est quelque chose qu'on valorise énormément. Mais quand on y regarde de plus près, malheureusement, on ne va pas forcément valoriser de la même manière des métiers. Et je trouve que c'est assez légitime de se poser la question de pourquoi un médecin qui travaille à l'hôpital public est payé nettement moins qu'un banquier dans une tour à la Défense. En termes de responsabilité, en termes d'études, en termes d'apport à la société, je pense que ça se questionne. Et quand ce sujet-là commence à s'immiscer au sein du couple, c'est là où pour moi il y a encore plus un problème, parce qu'en fait, a priori, si on s'aime, on se respecte, et donc 1 heure de notre temps égale 1 heure de mon temps. 1 heure de ton temps égale 1 heure de mon temps. Et alors que dans notre société, malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'1 heure de ton temps n'est pas égale à 1 heure de mon temps. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver une façon pour que ce sujet-là n'existe plus au sein du couple, parce que on enlève en fait toute une partie assez toxique des relations de couple. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est il y a quand même pas beaucoup de solutions. Je sais pas, moi, je viens d'une famille où effectivement on parle beaucoup d'argent. Enfin, je vois que mes parents se sont organisés de la manière dont vous le dites, c'est-à-dire ils ont un compte commun, puis ils ont leur compte personnel. Un truc que j'ai compris que récemment, en fait, que ce fonctionnement-là, pourquoi c'était fait comme ça. Et pour autant, moi, mon éducation financière et celle de mon frère, tout pareil, c'est pas fou. Et donc, est-ce qu'il y a des outils que vous conseilleriez pour les personnes qui effectivement n'ont pas eu cette éducation-là et qui doivent tout rattraper sur le tard comme ça du jour au lendemain en se disant: «Oh là là, c'est urgent, il faut vraiment que je m'occupe de mes finances». Déjà, dans le sujet des finances, il y a plein de thématiques. Oui. Il y a les thématiques de l'investissement, il y a les thématiques d'aller négocier son salaire, etc. Sur le sujet des finances personnelles, au-delà même de la bonne gestion d'un foyer, où ça, il y a aussi énormément de contenu qui existe. C'est vrai que sur le sujet de comment est-ce qu'on va faire coexister 2 identités financières ensemble, il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est d'ailleurs de là où est venue mon envie en fait d'en parler publiquement à parts égales. C'est que moi, dans ma vie personnelle, j'ai cherché des infos et j'en ai pas beaucoup trouvé. J'ai trouvé, heureusement, énormément de travail de sociologues qui ont mis en lumière des mécanismes sur lesquels il fallait être vigilant et vigilante particulièrement. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on allait traduire tout ça dans notre quotidien de manière très concrète. Et donc mon conseil, c'est de s'éduquer. Il y a plein de très bons contenus sur les réseaux sociaux qui sont disponibles. Et puis de lire mon livre, évidemment. On va faire une petite pause pour la chronique de Chloé, car c'est l'heure maintenant, il est 20h45. Après avoir parlé donc de justice économique et d'amour, on va s'éloigner un peu du réel. Enfin, pas tant que ça, mais cette fois-ci, pour sa chronique, Chloé a décidé d'élargir un peu son champ et de quitter l'Antiquité pour explorer d'autres imaginaires, pour nous parler des questions de désir, de pauvreté, de pouvoir. Où est-ce que tu nous emmènes, Chloé ? Alors ce soir, donc oui, pour évoquer le thème de l'argent et des femmes dans nos récits collectifs, je vous emmène dans la Russie des tsars avec le conte Le pêcheur et le poisson d'or. Donc je vous le résume tel qu'il est rapporté par Pouchkine. Donc un vieux pêcheur vit pauvrement avec sa femme au bord de la mer. Et soudain, un jour, il capture un poisson d'or qui parle et lui promet tout ce qu'il voudra en échange de sa liberté.
Le pêcheur, qui est un homme humble, le relâche sans rien demander. Mais sa femme, elle, le pousse à réclamer. D'abord, elle veut une auge neuve, puis une isba, puis un palais. Elle veut être noble, puis reine, puis impératrice des mers et que le poisson lui rende hommage. À chaque demande, la mer s'assombrit comme un avertissement, et quand elle exige le pouvoir absolu, la mer se déchaîne, le poisson disparaît et tout revient à l'état initial. Le pêcheur rentre chez lui et sa femme est redevenue pauvre, assise devant son auge cassée. Ok, on voit l'idée. Donc, pourquoi tu as voulu nous parler de ce conte? Alors, quand je l'ai entendu, je me suis fait 3 réflexions. D'abord, évidemment, la femme du pêcheur va trop loin. C'est vraiment la figure classique de l'épouse insatisfaite, celle qui corrompt la simplicité masculine par son appétit matériel, un peu comme le cliché que vous rapportez, Marie-Laïa, sur les femmes védales. On voit là vraiment que vouloir asservir une créature magique, c'est vraiment de l'hubris. Donc la femme ne veut pas seulement sortir de la pauvreté, elle veut s'extraire de sa condition de mortelle. Mais ce conte m'a aussi fait penser à ma grand-mère. Dans la cuisine de mes grands-parents, je me souviens que ma tante m'avait dit un jour « Ta grand-mère aurait aimé recevoir davantage ». Et c'était pas par vanité, c'était son éducation. Elle avait été éduquée pour soutenir un homme. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de pas très ambitieux et d'assez casanier. Et donc, c'est pas un jugement, mais c'est un constat. Son manque de désir à lui avait fini par restreindre ses possibilités à elle. Et en refusant de vouloir plus, il avait limité la vie de celle qui partageait la sienne. Donc peut-être, derrière la démesure de la femme du conte et le fait qu'elle en veuille toujours davantage, y avait-il tout simplement une femme empêchée que l'on avait privée des moyens de son ambition. Et enfin, j'ai repensé à la fin du conte. J'ai dit tout à l'heure que tout était revenu à l'état initial, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Le pêcheur et sa femme, à la fin du conte, ils ont quelque chose que rien ni personne ne pourra leur enlever, les souvenirs d'une vie complètement dingue. Ils ont connu, ne serait-ce qu'un instant, une existence à laquelle ils n'étaient pas destinés, avec la richesse, les honneurs, les plaisirs. Et pour vivre cela, il a fallu que quelqu'un ose désirer plus. Alors peut-être que le pêcheur ferait bien de remercier sa femme, celle qui, la première, a eu l'audace de rêver en grand. Merci beaucoup Chloé pour ce court voyage en Russie et pour cette petite relecture de conte et cette réflexion sur les désirs des femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse, l'émission féministe de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. On est toujours avec Marie-Laïa Simon pour quelques minutes encore. Vous le disiez en tout début d'émission, j'aimerais creuser ce thème-là aussi. Parler d'argent, c'est déclencher le conflit, souvent. C'est mettre le bazar dans un couple qui pourrait avoir l'air de bien rouler jusqu'ici parfois. Parce que en fait, le féminisme économique, ça commence là. Est-ce que ça commence là de mettre les chiffres sur la table, quitte à fissurer le couple, quitte à partir? Qu'est-ce que ça veut dire en fait historiquement pour les femmes qu'elles arrivent de plus en plus à dire en fait là, je me fais avoir en longueur, si on n'en parle pas, ça va pas. Moi, je vois bien qu'il y a plein d'hommes encore qui se refusent à y parler, quoi, de creuser vraiment le sujet et de reconnaître leurs privilèges, etc. C'est encore un sujet qui est hyper tendu. C'est ça le courage féministe de mettre les chiffres sur la table? Oui, mais au final, je pense que quand on est amoureux, enfin, je vais paraître très romantique, hein, mais il faut aussi. mais en fait, il faut rappeler ça, c'est que il y a la lutte politique. Oui. Et puis il y a trouver son plaisir, trouver son bonheur aussi. Et en fait, c'est très important d'être vigilant. C'est très important de ne pas se laisser aveugler par le sentiment amoureux sans se rendre compte de là où on va. Mais ça, c'est valable d'ailleurs pour beaucoup de choses, hein. Pour autant, ça me paraît assez important d'aborder ce sujet de manière la plus bienveillante possible. Évidemment, on a le droit d'être en colère, évidemment, on a le droit d'être frustré, évidemment, on a le droit aussi de vider son sac et de dire ce qui nous peine. Mais pour moi, ça doit être un signal, justement, dans la recherche du couple amoureux et dans la construction du couple amoureux, que si cette écoute-là n'est pas présente, si en face, on a quelqu'un qui est hermétique à toutes nos problématiques, bah, ça doit nous alarmer, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui devrait être accordé ou en tout cas accepté. Évidemment, c'est normal que ça prenne du temps parce que c'est tellement ancré dans notre société que c'est très difficile de déconstruire certaines croyances.
et certains réflexes aussi. Aussi parce que, encore une fois, on a de plus en plus tendance à se mettre en couple assez tardivement. Donc, on a déjà construit des carrières, on a déjà eu des histoires d'amour qui ont fini mal, plus ou moins agressivement. Et donc, on arrive avec un certain passé, avec des histoires, avec des valises. Et apprendre à accepter tout ça, ça prend du temps. Et en fait, l'argent, c'est un biais. Moi, c'est celui que j'ai utilisé parce que aussi, c'est ça que je trouve intéressant avec les clichés masculins, c'est que effectivement, en général, dans les clichés, on va dire que les femmes vont avoir tendance à être beaucoup plus vocales sur leurs besoins, sur leurs frustrations, sur leurs émotions et du coup aussi sur leur besoin de s'engager. Alors qu'au contraire, les hommes vont être plutôt avoir tendance à freiner des cas de fer ou avoir du mal à s'ouvrir. Et je trouve que le sujet de l'argent, c'est le meilleur sujet pour justement aller dans des discussions plus intimes. Parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, sous couvert de choses extrêmement factuelles, on va petit à petit tirer la pelote des sujets plutôt sur l'engagement, sur là où on se projette, quels sont nos projets de vie, quelles sont nos ambitions, est-ce qu'on veut une famille, comment est-ce qu'on veut la construire, quelles sont nos valeurs aussi de couple, et c'est là où on va commencer aussi à discuter des problématiques qu'on peut avoir, des chiffres qu'on maintenant, heureusement, on commence aussi à avoir, ce qui fait que les conversations ne sont plus émotionnelles, mais elles deviennent de plus en plus factuelles, mais tout en construisant une intimité de couple qui nous permette d'arriver enfin à l'amour, le grand et le vertueux, en fait. Et pour un peu terminer la conversation, vous, avec toute l'expérience que vous avez sur ce sujet depuis quelques années maintenant, est-ce que ça vous est venu à l'esprit qu'il y ait certaines politiques publiques sur cette question-là, des finances dans le couple, qui devraient être mises en place? Est-ce que vous y avez pensé un peu? Il y en a une première déjà qui est arrivée depuis le septembre 2025 qui fait que maintenant dans l'impôt, dans la gestion de l'impôt, on est sur un taux qui favorise un peu plus les revenus les plus faibles. Donc ça, c'est une première avancée, une première marche qui est vraiment exceptionnelle et c'est grâce aux luttes féministes qu'on a ça. Il y a en fait, c'est un sujet qui est tellement complexe qu'il y a effectivement plein d'actions à mener en parallèle, que ce soit sur le congé paternel, de paternité, merci, sur la façon aussi dont on va éduquer les femmes à ces sujets-là. Pour moi, il y a un enjeu sur le contrat de mariage. Parce que le contrat de mariage n'est pas du tout adapté à l'évolution de notre société et il mériterait d'être vraiment retravaillé, repensé à la lumière des avancées sociétales qui sont les nôtres. Et d'ailleurs, j'y consacre pas mal de pages dans mon livre parce que c'est très important de bien comprendre comment construire. Exactement, et de bien comprendre en fait quels sont les enjeux de chaque contrat. Sous l'œil toujours de l'équité pour pouvoir prendre une décision la plus éclairée et adaptée à notre situation personnelle et à notre ambition future de couple. Et ça, malheureusement, dans tout l'accompagnement, notamment d'un point de vue notarié, il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là, parce qu'on peut avoir malheureusement des raccourcis. Et je vois souvent, par exemple, qu'on va proposer de manière un peu automatique la séparation de biens en mariage, ce qui est dommage parce que la séparation de biens est très bonne dans certains cas, mais pas forcément dans d'autres. C'était une excellente conclusion. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. Merci beaucoup, Mallory Ilaya Simon, de vous être jointe à nous. On était très heureuse de vous avoir avec nous. Et je rappelle que votre livre « Ils vécurent heureux » et « Pris d'un compte commun », publié aux éditions Erol le 23 octobre dernier, est disponible dans toutes les librairies. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient le 25 novembre prochain pour une nouvelle émission dont on vous dit le thème très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous en ce début d'automne. Salut tout le monde. Merci.